Bon, on récapitule. J'ai aucune idée d'où je suis ou de ce qui s'est passé juste avant que je me trouve ici. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un énorme mal de crâne et que j'arrive pas à dormir. C'est génial. Voilà. Y'a quelqu'un ? Je suis Batman. Oh putain. En 2000, les studios Warner Bros sont à la recherche d'un réalisateur pour prendre en main le remake du thriller norvégien Insomnia, sorti en 1997. Impressionné par Memento, le réalisateur Steven Soderbergh parle de son jeune réalisateur plein de potentiel au studio Warner Bros, leur conseillant de voir son film et de le rencontrer. Les producteurs, d'abord très sceptiques à l'idée de confier ce film à un réalisateur n'ayant fait ses preuves que dans le circuit indépendant, se rendent vite compte du potentiel de Nolan et lui proposent le projet. Insomnia, de par son statut de remake, est donc ce qu'on appelle un film de commande, soit l'opposé d'un film d'auteur. Un film de commande, c'est un projet dont le travail de pré-production a déjà été accompli, ce qui fait que quand on le confie à un réalisateur, il n'a alors plus qu'à acquiescer face à tous les choix qui ont déjà été faits avant qu'il ne débarque sur le projet. Nolan ayant beaucoup apprécié le film original, il décide de lire le scénario de ce remake, écrit par Hilary Seitz, ce qui fait d'ailleurs d'Insomnia le seul film de Christopher Nolan où il n'est pas crédité en tant que scénariste, et ce même s'il a lui-même écrit le dernier jet du scénario. Il fut très emballé par le script, déclarant qu'il présentait tout ce qu'il attendait d'un remake américain d'Insomnia, et accepta donc le projet. Avec Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank en tête d'affiche et doté d'un budget de plus de 40 millions de dollars, Insomnia marque donc les premiers pas de Nolan dans la cour des grands. Dans Insomnia, le détective Will Dormer, joué par Al Pacino, et son partenaire Happ Eckhart, tous les deux flics de Los Angeles, sont envoyés en Alaska dans la ville de Nightmute pour enquêter sur le meurtre de Kay Connell, une jeune fille de 17 ans sans histoire. Arrivés là-bas, ils font connaissance avec la police locale et surtout Ellie Burr, très admirative du travail de Dormer et qui leur apprend qu'à cette période de l'année, le soleil ne se couche pas, faisant ainsi baigner le film dans une lumière constante. On apprend ensuite que les affaires internes sont en train d'enquêter sur Will à Los Angeles et que Happ est sur le point de conclure un marché avec eux, ce qui déçoit profondément Will qui a la conviction qu'un tel marché détruirait sa carrière. Après avoir passé une nuit sans dormir à cause de la clarté et probablement aussi à cause de la trahison de Happ, Will met au point un plan avec la police locale pour attirer le tueur de Kay à un endroit bien précis en utilisant le sac de cette dernière comme appât. Le plan semble fonctionner, mais l'efficacité de la police locale laissant à désirer, le tueur s'enfuit dans le brouillard où tout le monde le suit. Au bout d'un moment, persuadé que la silhouette en face de lui est celle du tueur, Will tire, mais la silhouette en question s'avère être Happ qui meurt sous ses yeux. Will rejette la faute sur le tueur et commence à s'enfoncer dans une spirale de mensonges pour que son alibi tienne la route. Et sa culpabilité mêlée à son insomnie ne feront rien pour lui rendre les idées plus claires. Ellie, quant à elle, est chargée du rapport sur le meurtre de Happ. C'est là que le tueur contacte Will et l'informe qu'il a été témoin du meurtre. Les deux hommes se rencontrent et le tueur, Finch, joué par un Robin Williams époustouflant, propose à Will un marché pour qu'ils puissent en sortir tous les deux, à savoir accuser le copain de Kay Connell du meurtre de cette dernière. À la fin du film, Ellie découvre que c'est Will qui a tué Happ et Will et Finch s'entretuent. Ellie propose de faire disparaître la preuve désignant Will comme coupable, mais dans un dernier souffle, il refuse et lui demande de rester intègre. Beaucoup considèrent Insomnia comme le film le plus faible de la filmographie de Nolan. Je trouve personnellement ce jugement un poil sévère. Je dirais simplement qu'il s'agit là de son film le plus classique. Pas de narration à tiroir, pas de twist surprenant en fin de métrage venant remettre en question tout ce que l'on prenait pour acquis, mais il y a néanmoins de bonnes raisons à ça. Concernant la structure classique du film par exemple, voici ce que Nolan déclare. Si Insomnia a une structure très linéaire, c'est justement parce que j'essayais de raconter l'histoire du point de vue de quelqu'un qui vit une expérience extrêmement linéaire, à savoir une accumulation de journées sans dormir. Tout est calculé. Et en ce qui concerne l'absence de twist en fin de métrage, c'est juste que l'histoire n'en avait pas besoin. Malgré tout, tous les thèmes chers à Nolan sont là. Le mensonge, un personnage principal ambigu qui fait les mauvais choix, une atmosphère de film noir, et le héros en proie à une insomnie qui l'empêche d'y voir clair peut rappeler Leonard Shelby et son amnésie, ou Bill et sa naïveté. Insomnia s'inscrit donc totalement dans la continuité de ses précédents films. Pas forcément dans la structure, mais clairement dans les thèmes abordés. Le thème principal d'Insomnia est la culpabilité. Notre personnage principal, Will Dormer, semble être un bon flic, disposant d'une solide réputation. Pourtant, quelque chose cloche, et ce avant même qu'il ne tue Happ. En effet, s'il n'avait véritablement rien à se reprocher, il ne serait pas obnubilé par l'enquête des affaires internes. Mais il semble au contraire persuadé que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne découvre quelque chose qui détruira sa carrière. Il est donc clair que Will a quelque chose à se reprocher. Mais quoi ? Revenons au début du film.
La toute première image est un très gros plan sur ce qui semble être un morceau de tissu petit à petit imbibé de sang. Tout porte à croire qu'il s'agit là du sang de Kay Connell. Un peu plus loin dans le film, Will se confie à la propriétaire de l'hôtel et lui révèle que lors d'une de ses précédentes affaires impliquant le meurtre sauvage d'un enfant, il n'a pas pu incriminer l'homme responsable, faute de suffisamment de preuves. Il a donc prélevé le sang de l'enfant et en a mis partout dans l'appartement de l'homme en question, créant ainsi de fausses preuves permettant de l'incriminer. Et c'est comme ça qu'il a pu le coincer. Mais c'est également pour cette raison que les affaires internes enquêtent sur lui. Au final, ce qu'on croyait être le sang de Kay Connell au début du film s'avère être le sang de l'enfant que Will est en train d'étaler sur les affaires du meurtrier. Tout le film, à commencer par le meurtre de Hap, est donc une série d'épreuves pour Will visant à le mettre face à sa culpabilité, représentée par son insomnie, et à lui faire assumer les conséquences de ses actes pour que la vérité éclate au grand jour. À ce titre, son dernier acte consistant à empêcher Ellie de faire disparaître la fameuse preuve l'accablant pour le meurtre de Hap est un symbole de son parcours personnel. Rester intègre signifie ici « ne faites pas les mêmes erreurs que moi et laissez-moi assumer les conséquences de mes actes ». Et c'est à ce moment-là, une fois en paix avec sa conscience, qu'il réussit enfin à s'endormir. Qu'il meurt quoi, mais c'est symbolique. Maintenant, une question subsiste. Dormer a-t-il tué Hap intentionnellement? Il n'y a pas de réponse claire, mais il y a néanmoins un fait qui joue contre lui, le fait de dissimuler la vérité. Pourquoi n'a-t-il pas tout avoué? Il y avait du brouillard, les lieux lui étaient totalement inconnus, il aurait très bien pu effectivement confondre Hap avec le tueur. La thèse de l'accident était donc totalement recevable. Mais non, il préfère mentir. Le mensonge est en fait symptomatique chez Will. Déjà, il est nécessaire dans son travail. Sans mensonge, il n'aurait pas pu coincer le tueur de l'enfant par exemple. Ici c'est différent, mais ce mensonge n'est pas vain non plus, car il est la cause de tout un enchaînement d'événements menant à la confession finale de Will. Ce mensonge est donc nécessaire pour que la vérité éclate. Sans lui, Finch ne l'aurait jamais contacté et il n'aurait donc probablement jamais retrouvé l'homme qui a tué Kay Connell. Vous l'aurez remarqué, le mensonge est un thème extrêmement récurrent chez Christopher Nolan. Changeons totalement de sujet sans aucune transition logique. Will Dormer, vous voulez une traduction? Will, c'est la volonté ou le désir en anglais. Et Dormer, pour nous français ça paraît évident. En gros, son nom peut être traduit par désir de dormir. Voilà, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une anecdote de dingue. Après vous faites ce que vous voulez. On a évoqué le fond, parlons maintenant de la forme. La mise en scène de Nolan est comme souvent le reflet de l'état psychologique de son héros. Le but était donc ici d'illustrer de la meilleure manière possible l'état de fatigue extrême de Dormer. Une scène en particulier se démarque des autres de ce point de vue-là. C'est une séquence qui se déroule dans le commissariat et où on perçoit les choses telles que Will les perçoit. La caméra s'attarde bizarrement sur certains objets comme pour nous hypnotiser, puis elle nous surprend par un brusque changement de mise au point accompagné d'un bruit sourd, comme pour nous sortir de cette hypnose et nous réveiller en quelque sorte. De manière plus générale, le fait que le film se passe intégralement de jour est aussi un moyen de souligner la fatigue de Will et sa perte de repères. Le film utilise d'ailleurs la lumière de manière assez originale. En effet, là où les films noirs se déroulent généralement... dans le noir. Logique. Ici, c'est tout le contraire. Ce fut donc un problème sachant qu'en général la lumière est salutaire, libératrice, elle aide le personnage principal à y voir plus clair. Dès lors, il s'est agi pour Nolan de prendre cette habitude à contre-pied en rendant cette lumière aveuglante. Elle est là pour éblouir Dormer, pas pour l'aider à y voir plus clair, ce qui la rend tout aussi oppressante, voire plus, que la nuit. Insomnia est donc un excellent thriller qui, pour une raison qui m'échappe, n'a pas atteint le statut de film culte auprès des cinéphiles. Ce n'est certes pas le meilleur film de son réalisateur, mais le scénar est vraiment passionnant et le face-à-face entre deux légendes telles que Al Pacino et Robin Williams tient absolument toutes ses promesses, les deux acteurs livrant des performances formidables et riches en ambiguïté. Le film a plutôt bien marché au box-office, ce qui permet à Nolan d'avoir la confiance de Warner Bros et d'accéder au projet qui allait changer sa vie. En 1997, une sombre merde sortit sur les écrans du monde entier. Une merde du nom de Batman et Robin qui a bien failli tuer Batman pour de bon. Conscients qu'ils avaient peut-être fait une grosse connerie, les studios Warner Bros décidèrent d'accorder une petite pause à l'homme chauve-souris et d'attendre le bon moment pour le faire revenir sur les écrans. C'est ainsi qu'au début des années 2000, des réalisateurs tels que Darren Aronofsky ou Joss Whedon, futurs réalisateurs de The Avengers, vinrent pitcher leurs idées au studio. Néanmoins, aucune proposition n'entra officiellement en phase de développement. De son côté, suite au succès d'Insomnia, Christopher Nolan avait pour projet de réaliser un biopic sur l'aviateur Howard Hughes avec Jim Carrey dans le rôle principal. Mais le projet n'aboutit pas pour diverses raisons, la principale étant la mise en chantier de The Aviator par Martin Scorsese qui mettait en scène le même personnage principal. La Warner songea donc à ce jeune réalisateur plein de promesses qu'était Christopher Nolan et lui proposèrent de travailler sur le nouveau Batman. Il fut très enthousiaste à cette idée et pitcha rapidement sa vision au studio. Selon lui, le meilleur moyen de faire revenir Batman était de faire table rase du passé et d'ancrer le personnage dans une réalité tangible. Et ainsi, il lança la mode des reboots. Il proposa de faire de Bruce Wayne une figure tragique et de le mettre au premier plan de son scénario avant même Batman. Contre toute attente au vu du caractère très original et donc forcément risqué de cette approche, le studio donna son feu vert. Et c'est peut-être la décision de producteur la plus cool de ces 15 dernières années. Étant conscient qu'un personnage aussi iconique que Batman gravitait dans un univers extrêmement vaste et riche en figures emblématiques et estimant ne pas avoir assez de connaissances sur cet univers, Nolan contacta le scénariste David S. Goyer, une autorité en matière de comics, pour l'aider à construire son scénario. Une fois celui-ci finalisé, le processus de casting débuta. Et à ce niveau-là, Nolan avait un modèle, le Superman de Richard Donner, dans lequel on retrouvait des acteurs oscarisés tels que Gene Hackman et Marlon Brando. C'est vers ce type de qualité que Nolan souhaitait se tourner. C'est ainsi que des
acteurs légendaires tels que Michael Caine, Gary Oldman, Liam Neeson et Morgan Freeman intégrèrent le casting. Restait maintenant à trouver la pierre angulaire de cette distribution prestigieuse, celui qui allait faire du film une réussite ou un échec, Bruce Wayne alias Batman. Naturellement, de très nombreux comédiens passèrent l'audition. Parmi les recalés, on peut compter Jake Gyllenhaal, Henry Cavill qui se rattrapera 8 ans plus tard en incarnant Superman dans Man of Steel, David Boreanaz et Cillian Murphy à qui Nolan offrit le rôle de Jonathan Crane alias l'épouvantail. Parmi tous les prétendants, c'est Christian Bale qui remporta la mise, Nolan ayant trouvé chez lui exactement ce qu'il recherchait, à savoir un acteur capable d'insuffler une intensité et une gravité nécessaires au personnage de Bruce Wayne et à laisser exploser cette intensité lorsqu'il endosserait le costume de Batman. C'est d'ailleurs Bale qui eut l'idée de donner à Batman sa voix rock, estimant qu'il était nécessaire que Batman ait une voix différente de celle de Bruce Wayne. Chose qu'il a probablement regretté plus tard étant donné qu'il a perdu sa voix 3 fois pendant le tournage. Et donc, en février 2014, avec le plus gros budget que Nolan n'ait jamais eu, à savoir 150 millions de dollars, le tournage débuta. Il allait durer 129 jours, ce qui est anormalement long et lié au désir de Nolan de tourner toutes les scènes lui-même sans faire appel à une seconde équipe comme c'est généralement le cas. Batman Begins raconte l'histoire de Bruce Wayne, fils de Thomas Wayne, milliardaire idéaliste qui souhaitait arranger les choses au sein de la ville de Gotham, rongée par la criminalité et la corruption, jusqu'à ce qu'il se fasse tuer lui et sa femme sous les yeux de Bruce. Traumatisé et rêvant de vengeance mais se sachant incapable de combattre la criminalité étant donné qu'il a toujours vécu dans le luxe et ne comprend donc pas ce monde, Bruce décide de partir le plus loin possible de Gotham pour explorer ce monde de l'intérieur. Au cours de son périple, il fait la connaissance de Henry Ducard, joué par Liam Neeson, qui lui propose de le former au sein de la Ligue des Ombres, une organisation secrète dirigée par le puissant Ra's al Ghul. Bruce accepte et apprend ainsi à se battre, à se mettre en scène et à canaliser sa colère. Néanmoins, à la fin de sa formation, Ducard lui apprend que la cible de la Ligue des Ombres est Gotham, que la ville a atteint un stade de dégradation trop avancé et qu'il faut donc la détruire. Mais ce n'est pas tout. Pour pouvoir juger de l'implication de Bruce au sein de la Ligue, il lui est demandé d'exécuter un homme. Là, ça fait un peu beaucoup pour Bruce qui décide de tous les envoyer se faire foutre. Faut pas faire chier Batman. Il sauve néanmoins la vie de Ducard, ce dernier étant devenu pour lui une figure paternelle, puis il retourne à Gotham où il compte mettre en pratique ce que la Ligue des Ombres lui a appris. Il se crée donc le personnage de Batman, basé sur sa peur des chauves-souris, et avec l'aide de son majordome Alfred, du génial inventeur Lucius Fox, de son amie d'enfance Rachel et du sergent Gordon, tente de remettre de l'ordre à Gotham. Jusqu'à ce que Ducard, qui est en fait le véritable Ra's al Ghul, ne débarque en ville. Et autant vous dire que ça va chier. Batman Begins traite de l'héroïsme, mais il ne le fait pas comme des films tels que les Marvel où chaque personnage possède un super pouvoir le rendant invincible. Ici, le héros est un homme ordinaire, entraîné certes, mais un homme tout de même. En réalité, c'est le masque qu'il met chaque nuit qui le transforme en quelque chose de plus. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. Le film met en exergue la nécessité d'une fiction au sein de la réalité, et Batman représente cette fiction. La fiction du super-héros. On est ici à l'opposé des autres films du genre, car Bruce Wayne lui-même traite Batman comme une fiction. La façon de procéder de Bruce est donc différente de celle de son père, car ce dernier ne faisait pas appel à la fiction, il travaillait à rendre la société meilleure sans mettre un masque, mais au contraire en faisant appel à la vérité. Mais le problème de Thomas, c'est qu'il ne comprenait pas les criminels, contrairement à Bruce qui les a côtoyés de près, et c'est entre autres cette incompréhension qui a causé sa mort. Ainsi, contrairement à Thomas, Batman, grâce à son masque, ses gadgets et son costume, bref, de par la fiction qu'il crée autour de lui, peut se permettre de franchir les limites du système, car il donne l'impression d'être plus qu'un homme. Mais ce n'est qu'une impression, car comme on l'a vu plus tôt, tout est traité de façon réaliste, et le moindre gadget utilisé par Batman est expliqué et conçu de manière rationnelle, à travers des moyens de production ordinaires. La Batmobile, par exemple, est en fait un prototype de véhicule militaire créé par Lucius Fox, ce n'est pas un modèle sorti de nulle part ou tuné par Batman pendant la nuit. Tiens d'ailleurs, c'est Christopher Nolan lui-même qui a mis au point le design de cette Batmobile. Bref, on pourrait croire que donner toutes ces explications aurait tendance à démystifier ses accessoires, et donc Batman lui-même, mais en fait c'est tout le contraire qui se produit. Plus Batman nous semble humain, et plus on l'admire. Tout le monde aime Batman. Sauf celui-là. C'est pas possible. Un autre thème important de Batman Begins, c'est l'opposition entre nos actions et notre être. Pour éviter d'être associé au personnage de Batman, Bruce adopte la figure du milliardaire excentrique et superficiel dès lors qu'il apparaît en public. Et lorsqu'il revoit pour la première fois depuis plusieurs années son amie d'enfance Rachel, il est accompagné de deux femmes avec lesquelles il vient juste de se baigner dans l'aquarium d'un restaurant. Se rendant compte du ridicule de cette situation, il tente d'expliquer à Rachel. Rachel, all this, it's not me. It's inside. I am more. Et elle de lui répondre. It's not who you are underneath. It's what you do that defines you. Selon Rachel, peu importe que Bruce soit différent, il doit le prouver en agissant dans ce sens, chose qui lui est interdite car cela pourrait éveiller des soupçons. Il est donc face à un véritable dilemme car la femme dont il est amoureux souhaite revoir un homme que lui souhaite faire disparaître. Un peu plus tard dans le film, lorsque Rachel demande à Batman qui il lui répète la fameuse phrase. It's not who I am underneath.
but what I do that defines me. Révélant par là même sa véritable identité. Mais selon Rachel, les choses ne sont pas si simples, car la véritable identité de Bruce semble être devenue sa fiction, à savoir Batman. This is your mask. Your real face is the one that criminals now fear. On retrouve donc ici un concept qui rappelle celui de Memento, à savoir que ce sont nos actions qui définissent qui nous sommes réellement. Mais la phrase peut également avoir une autre signification. Elle est compliquée cette phrase. Cette autre signification pourrait être que n'importe qui peut être Batman. Avec un peu d'entraînement, un homme peut soulever des montagnes, peu importe qui il est. Bon, je pense que je surprendrai personne en disant que je trouve le film super. Je sais pas si je pourrais le qualifier de chef-d'œuvre, mais une chose est sûre, il n'en est pas loin du tout. Les gens espéraient une renaissance digne de ce nom, mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ce qu'elle soit aussi extrême. On est quand même passé de ça 7 million. Never leave the cave without it. à ça. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Le truc c'est qu'avec un réalisateur tel que Nolan, avec une véritable vision d'auteur, c'était inévitable, et même au sein d'un film sur Batman, il parvient à imposer son style. J'en ai pas parlé, mais le début du film est articulé autour de plusieurs flashbacks. On retrouve donc sa narration non linéaire qu'il avait abandonnée lors d'Insomnia. Le personnage de Batman, qui utilise la mise en scène et donc le mensonge et qui passe donc au-delà du système pour envoyer les criminels devant la justice, peut aussi rappeler le personnage de Will Dormer. En ayant confié le personnage de Batman à Christopher Nolan, les producteurs ont fait le bon choix. Un choix qui a d'ailleurs amené toute une vague de réalisateurs indépendants à être embauchés pour mettre en scène des blockbusters. Le dernier exemple en date étant Gareth Edwards pour Godzilla. Bref, le personnage de Batman au cinéma fut totalement réinventé, et ce avec une maestria incroyable, jusque dans la musique, ample et totalement en accord avec la brutalité de l'homme chauve-souris. Elle fut composée par Hans Zimmer et James Newton Howard, Nolan ayant fait des infidélités à celui qui était jusqu'à présent son compositeur attitré, David Julian. Le film fut un succès critique et est aujourd'hui classé 106e meilleur film de tous les temps sur IMDb. Il reçut également une nomination à l'Oscar de la meilleure photographie pour Wally Pfister, collaborateur de Nolan depuis Memento. Néanmoins, malgré toutes ses qualités, ça n'a pas été un gros succès au box-office. Attention, le film n'a pas fait un flop, mais il n'a rapporté aux USA que 200 millions de dollars, soit à peine de quoi rembourser son budget. Avec les recettes mondiales, les chiffres sont montés jusqu'à 375 millions, mais on est vraiment loin de l'énorme succès espéré. Pourtant, les qualités évidentes du film ne laissèrent pas les producteurs indifférents, et ils proposèrent alors à Nolan de plancher sur la suite. Mais ce dernier avait un autre projet sur le feu. Le Prestige est un roman sur la prestidigitation écrit par l'anglais Christopher Priest en 1995. Priest étant un grand fan de Following et Memento, la productrice Valerie Dean suggéra lors d'une rencontre avec Nolan que ce dernier se penche sur le roman. Nous étions alors en 2000. Nolan lut le roman et l'envoya à son frère, persuadé qu'il y avait la matière à faire un film intéressant. Jonathan fut du même avis et ils commencèrent alors l'écriture du scénario. Écriture qui leur prit en tout environ 5 ans pour arriver au script définitif. À la base, il était question que Nolan réalise le film juste après Insomnia, mais le développement de Batman Begins avança beaucoup plus vite que prévu, ce qui remit le projet à plus tard. Dès lors qu'il fut libre, il relança le projet, offrant les rôles principaux à Christian Bale et Hugh Jackman et les rôles secondaires à Scarlett Johansson, Michael Caine qui devint son comédien fétiche, David Bowie et Rebecca Hall. Le tournage débuta en janvier 2006 à Los Angeles, où l'équipe s'était arrangée pour trouver des lieux ressemblant au Londres de la fin du 19e siècle, cadre dans lequel se déroule l'histoire. Oui, on peut trouver ça à Los Angeles. Je sais pas où, mais on peut. Le film est basé sur la rivalité entre deux magiciens, Alfred Borden interprété par Christian Bale et Robert Angier joué par Hugh Jackman. Alfred Borden et Robert Angier. A-B-R-A. Le début du film nous informe, via la voix off de John Cutter, l'ingénieur joué par Michael Caine, qu'un tour de magie est structuré en 3 étapes. La première est la promesse, où l'on présente à l'audience une chose tout à fait ordinaire. La seconde est le tour, où l'on fait disparaître cette chose tout à fait ordinaire qui devient alors quelque chose d'extraordinaire. Et enfin, la troisième étape se nomme le prestige, qui consiste à faire réapparaître cette chose. Au début du film, Borden est en procès pour le meurtre d'Angier, noyé pendant l'une de ses représentations. Condamné à mort, Borden lit le journal d'Angier en attendant son exécution. Au début, Angier et Borden n'étaient que deux magiciens en quête de gloire, leur rivalité étant purement amicale. Mais un jour, tout dérape lors d'une représentation dans laquelle Julia, la femme de Angier, est plongée dans une cuve remplie d'eau, les mains attachées par une corde dont elle est censée se libérer. Borden, avec son accord, avait fait un nœud plus complexe que d'habitude dont elle n'est pas parvenue à se libérer, causant ainsi sa noyade. À partir de ce moment, la rivalité entre les deux magiciens se transforme en véritable guerre, chacun s'incrustant à tour de rôle dans le tour de l'autre pour le saboter. Angier, aidé par l'ingénieur John Cutter, fait la connaissance d'Olivia qui devient son assistante. De son côté, Borden se marie avec une certaine Sarah et conçoit avec l'aide de son ingénieur Fallon un
homme discret mais brillant, le tour de l'homme transporté, dans lequel il semble se téléporter d'un bout à l'autre de la scène en une fraction de seconde. Dès lors, Angier sera obsédé par ce tour, le copiera en faisant appel à un sosie et tentera d'en découvrir le véritable secret, persuadé que Borden, lui, ne fait pas appel à un sosie comme le dit Cutter. Angier envoie son assistante vers Borden pour découvrir le fameux secret. Elle entame une relation amoureuse avec lui, malgré le fait qu'il soit déjà marié, puis fournit finalement le journal de Borden à Angier, dans lequel il apprend que la clé du tour se trouve être un scientifique nommé Tesla. Angier part donc pour l'Amérique retrouver cet homme et lui demande de concevoir pour lui une machine capable de le téléporter d'un endroit à un autre, comme celle qu'il aurait conçue pour Borden. Ce à quoi Tesla répond « Ok, y a pas de problème ». Néanmoins, Angier se rend vite compte que le journal de Borden était un leurre et que Tesla n'a jamais conçu une telle machine. Pourtant, contre toute attente, Tesla y parvient. J'avais dit qu'il n'y avait pas de problème. Seulement la machine a des effets secondaires. Elle ne fait pas que téléporter, mais crée également une copie de l'objet ou du sujet. Malgré les avertissements de Tesla, Angier l'emporte à Londres où il retrouve Cutter et l'informe qu'il est prêt pour le dernier tour de sa carrière, le véritable homme transporté. Du côté de Borden, les choses commencent à prendre une tournure tragique. Son mariage sombre à cause de sa relation avec Olivia et aussi de par son comportement étrange qui dépasse complètement Sarah. Désespérée, elle finit par se pendre. Après plusieurs représentations du véritable homme transporté, Borden décide de s'infiltrer dans les coulisses. Et il se trouve ainsi face à Angier, en train de se noyer dans un bassin placé sous la Seine. Accusé du meurtre, Borden est emprisonné et sa fille Jess est prise en charge par un certain Lord Cadlow qui demande en échange que Borden lui confie son journal révélant ses secrets. C'est à ce moment que l'agent de Cadlow confie le journal d'Angier à Borden. À la fin du journal, il découvre que Cadlow et Angier sont une seule et même personne et que la soi-disant mort par noyade de Angier a été orchestrée pour se venger de lui. Cadlow, ou plutôt Angier, vient ensuite le voir une dernière fois accompagné de Jess et ce par pur sadisme, refusant même le journal de Borden où il explique ses secrets. Angier le quitte, satisfait de la tournure des événements. Après un dernier face-à-face étrangement touchant avec son ingénieur Fallon, Borden est pendu. Un peu plus tard, on retrouve Angier là où il entrepose sa machine et un homme lui tire dessus, Borden. Quoi ? En effet, Borden a un frère jumeau et depuis le début du film on alterne entre l'un et l'autre sans le savoir. Et les rares fois où les deux jumeaux sont réunis à l'écran, l'un d'entre eux est déguisé en Fallon. Après une ultime explication, Borden part récupérer sa fille et laisse Angier mourir dans son entrepôt aux côtés de sa machine et de tous les bassins contenant ses doubles noyés. Yeah ! J'adore ce film. Le thème abordé par Nolan dans Le Prestige est celui du sacrifice. C'est d'ailleurs la notion de sacrifice qui différencie les personnages d'Angier et Borden. Je m'explique. À la base, les deux hommes ont une conception très différente de la magie. Angier est un véritable showman qui capte sans peine l'attention du public, et ce même s'il met en scène des tours vus et revus. De l'autre côté, nous avons Alfred Borden, bien plus talentueux qu'Angier, mais qui peine à se mettre le public dans la poche, ce qui l'empêche d'obtenir le succès qu'il mérite tant. Vous l'aurez compris, les deux personnages se compléteraient merveilleusement bien si cette quête de vengeance ne les en empêchait pas. Mais qu'est-ce qui fait de Borden un magicien si talentueux ? C'est justement son sens du sacrifice. On nous le fait comprendre dès le début quand Cutter les envoie assister au spectacle du magicien Chung Li-Su et leur demande de découvrir la clé de son tour qui consiste à faire apparaître de nulle part un bocal rempli d'eau avec un poisson à l'intérieur. Borden comprend tout de suite le subterfuge, à savoir que le magicien se fait passer pour un infirme à chacune de ses apparitions en public pour que personne ne puisse deviner qu'il tient le bocal entre ses genoux lors du tour. This is the trick. This is the performance. Right here. This is why no one can detect his method. Total devotion to his art. Pour Borden, cette notion de sacrifice est tout à fait normale, contrairement à Angier qui lui a beaucoup de mal à l'accepter. Anytime he's in public, anytime he goes out. It's unthinkable. Le seul moyen pour Angier de devenir un meilleur magicien est d'accepter le sacrifice comme une part indétachable de son art. Chose que Borden tient pour acquis depuis longtemps, car lorsqu'il parle de Chung Ling-So et de sa dévotion totale envers son art, il sait exactement de quoi il parle, tenant lui-même une position similaire de par la double vie qu'il mène. C'est pourquoi Borden a toujours une longueur d'avance sur Angier qui se contente bien souvent de le copier. Néanmoins, les choses évoluent en cours de route. Dès lors qu'Angier entre en possession de la fameuse machine de Tesla, il doit se résoudre à accepter le sacrifice que cette dernière implique, à savoir mourir lors de chaque représentation. Et le dernier plan du film, sur l'un des corps noyés d'Angier, a ainsi pour but de mettre en exergue que la magie a un coût. Il ne peut donc y avoir de magie sans sacrifice, ni même d'art sans sacrifice si on choisit d'interpréter le message dans un sens plus large. Maintenant, abordons le cas de Borden. Le premier personnage à se rendre compte que quelque chose cloche est sa femme Sarah, qui affirme que certains jours, lorsqu'il lui dit « je t'aime », il ne le pense pas, soulignant ainsi une certaine dualité chez lui. Cependant, si elle semble accepter cette dualité au début de la relation, plus le temps passe et moins elle la supporte, ce qui sera le moteur de nombreuses disputes entre elle et le jumeau de son mari, qui ne l'aime pas et qui causera son suicide. À la fin du film, lors du dernier face-à-face entre les deux frères, le condamné s'excuse auprès de Fallon pour Sarah. Le film est truffé de ce genre d'indices. Du coup, un second visionnage est vraiment loin d'être inutile, car en connaissant la révélation finale, on expérimente le film d'une manière totalement différente, le scénario étant impressionnant de cohérence. Nolan retrouve donc ici la plupart de ses thèmes de prédilection, notamment ceux du mensonge et de la tromperie, chose normale vu qu'il est ici question d'illusion. Mais on retrouve également un thème qui a déjà été traité et qui deviendra par la suite récurrent chez lui, celui du deuil.
et plus précisément celui concernant la mort de la femme du héros. On peut en effet faire un parallèle entre Angie et Shelby qui cherchent tous les deux à venger la mort de leur femme. Enfin, on retrouve également la narration non linéaire de par l'utilisation des journaux des deux personnages principaux. L'un des tours de force du Prestige, c'est qu'on n'a jamais, à aucun moment, l'impression d'être face à un film d'époque. Beaucoup de plans sont tournés caméra à l'épaule, en lumière naturelle ou dans de vrais décors, ce qui renforce énormément le côté moderne du film. La photographie de Walid Pfister est d'ailleurs absolument sublime, baignant le film d'une atmosphère sombre et mystérieuse tout simplement fascinante. Avec le Prestige, Christopher Nolan renoue avec la complexité de Memento et signe l'un de ses meilleurs films. Il y a absolument rien à acheter et je peux que vous conseiller de le mater si c'est pas déjà fait. Avec 100 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 40 millions, on peut considérer le Prestige comme un succès au box-office. Il récolta également 2 nominations aux Oscars dans les catégories meilleure photographie et meilleure direction artistique, et il se trouve lui aussi dans le top 250 IMDb à la 51e place. Après le Prestige, une nouvelle période débuta pour Nolan. Une période dont le maître mot serait désormais épique. I really like The Prestige. It was a very good movie. I found it quite entertaining. Yeah, 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 yeah. Christopher Nolan.